Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au débrief de l'actu. Deuxième livraison de cette semaine et aujourd'hui 10 décembre, le Cameroun se joint au reste du monde pour commémorer la journée internationale des droits de l'homme. Une question à laquelle le Cameroun est très attaché. Il faut dire que tout l'ensemble de la communauté nationale et même internationale célèbre ici le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors le thème retenu pour cette célébration est nos droits, notre avenir maintenant. Et il faut dire que la célébration survient au Cameroun sur fond de tension dans un environnement où le ministre de l'administration territoriale vient de suspendre et d'interdire par ailleurs 4 associations et ONG œuvrant dans ce champ-là et où il y a un certain bras de fer, si on peut se permettre l'expression, entre les organismes de la société civile qui disent non à cette suspension et le ministre de l'administration territoriale qui soutient que cette suspension-là ne constitue pas une entrave aux libertés publiques au Cameroun. Alors pour rappel, lorsqu'on parle de droits de l'homme, on parle du droit à la vie, du droit à la liberté. Ils impliquent que nul ne sera soumis à l'esclavage ou à la torture. D'autres droits stipulent qu'on a droit à un travail, à la liberté d'expression, d'opinion, d'association. Elles sont nombreuses, ces libertés-là. Et pour en parler, nous avons réuni un panel de 4 protagonistes. On commence par un avocat. Il est très souvent au front, à la première garde pour décrier les entraves à ces libertés fondamentales, à ces droits-là, mais il est également souvent très enclin à apprécier lorsqu'il y a des avancées dans le pays relativement à ce champ d'action-là. Il s'appelle Maître Jean Dioko, c'est un avocat, il est pénaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité à ce plateau. Une première fois sur le plateau du débrief? Tout à fait, c'est une première fois. Ouais. Pas trop impressionné, pas trop intimidé? Non, pas intimidé parce que j'ai l'habitude du contact avec les médias. Tout à fait, tout à fait, d'offrir certaines de mes compétences ou bien mon expertise lorsque je suis sollicité. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Y arriver n'était pas une sinécure. Il faut dire que les embouteillages ne rendent pas le chemin évident. Stéphane Menunga est des nôtres ce soir, une nouvelle fois universitaire, analyste politique. Il va nous faire bénéficier de son regard sur cette actualité qui fait les choux gras de la presse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Janice, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. C'est toujours un plaisir et en même temps un privilège d'être convié à ce festin intellectuel, autant pour moi qui participe justement à l'éducation des masses qui nous écoutent. Merci. Face à vous, on accueille Hilaire Kamga. Alors, s'il fallait présenter son CV, on prendrait au moins une semaine à le faire. Il est expert des questions de droits de l'homme, expert des questions électorales. Il est le promoteur de l'initiative 15 millions de soldats électoraux. Il est également le président du comité d'organisation du Forum sur les droits de l'homme et la démocratie en Afrique. On l'a pris comme ça au pied levé puisque depuis ce matin, il mène les activités relatives à la défense, à la promotion des droits de l'homme puisqu'on est en plein dedans. Mais bienvenue, Hilaire Kamga. Merci beaucoup, Jadis. C'est avec beaucoup d'intérêt, je ne vais pas dire de plaisir, que je suis sur votre plateau aujourd'hui. J'ai aucun plaisir en cette journée, qui aurait dû être une journée de célébration. Vous avez oublié de rappeler que je suis enseignant de droits de l'homme depuis 20 ans, oui. Le droit international des droits de l'homme. Et donc on touche une question qui me préoccupe personnellement et dont nous sommes plutôt tristes en ce jour. Et la tenue que j'arbore vise à rappeler que cette journée, cette célébration au Cameroun est dans la tristesse parce que les droits de l'homme ont atteint un paroxysme de piétinement jamais connu. On a eu une période comme celle-là en 91 où il y avait suspension et dissolution des organisations de droits de l'homme, les premières d'ailleurs, Cap Liberté, Human Rights et l'OCDH de Charles Chunga. On en arrive à une autre phase où on est le protecteur, l'encadreur des libertés se retrouve être celui qui doit mettre en mal les libertés
et nos libertés. Et malheureusement, il va nous trouver forcément sur son chemin, puisque ces libertés ont été chèrement acquises. Et elles ne sont pas des libertés de M. Biya ni de M. Atangazi, elles sont des libertés de l'ensemble des citoyens du Cameroun. Et un se passera, le Cameroun restera, et donc de ce point de vue, nous allons nous lever pour essayer de défendre nos libertés. Nous y reviendrons dans la suite de cet échange. Pour ceux qui vous côtoient, vous connaissent, savent que vous troquez rarement la couleur orange pour du noir, c'est dire que l'heure est grave. Dernier protagoniste à ces jours oratoires, il se nomme Parfait Ongene. C'est un homme politique. On ne l'a pas très souvent vu sur les plateaux de Canal 2 International, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Vous porterez ici les éléments de langage du RDPC. Bonsoir. Oui, c'est avec un honneur véhément qu'il me plaît d'être ici sur ce plateau. Je tiens à saluer les co-panélistes, les co-discutants sur ce plateau, mais également rappeler que je suis davantage fier de savoir que la liberté est le droit de l'homme le plus important parmi les droits de l'homme, la liberté. Et vous savez que les libertés se célèbrent au Cameroun depuis plusieurs années, depuis l'avènement du renouveau en tout cas, avec le point d'orgue qui a été mis en 90, dans les années 90, avec la matérialisation de ces libertés, les libertés sociales et les libertés économiques. Mais également, il faut rappeler que c'est en 86, c'est-à-dire que 2 ans, quelques années après que le président Biya ait accédé à la magistrature suprême, que le Cameroun avait déjà signé la convention relative aux tortures, convention de lutte contre les tortures, contre les traitements inhumains et contre tout autre traitement de déshumanisation. C'est-à-dire nous sommes là encore dans les années 90, dans les années 86 et en 90 avec les libertés sociales que je viens de citer tout à l'heure. Donc c'est un plaisir tout à fait, je suis confortable et très à l'aise de savoir qu'aujourd'hui nous célébrons les droits de l'homme et je pense que c'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à l'architecte même des droits de l'homme du Cameroun, le président Biya, qui a été, qui aujourd'hui peut effectivement siéger dans le panthéon des grandes mémoires, des grandes figures. On aura l'occasion de le citer, Parfait Ongene. Voilà, on va rentrer sans transition dans le vif du débat qui nous réunit ici ce soir. Je vais passer la parole à l'un des ouvriers même de la société civile, en tout cas très prégnante dans ce domaine-là. Hilaire Kamga. Le Cameroun s'est très souvent illustré par des violations décriées par les acteurs politiques et ceux de la société civile depuis 2 jours quasiment. C'est le même scénario. On parle du recul des libertés fondamentales et des droits de l'homme au Cameroun. Est-ce que l'état des lieux que vous faites aujourd'hui, 10 décembre, date historique, est alarmant? Très alarmant. Très alarmant. Et pour une fois, je vais m'inscrire dans la même perspective que M. Ongene. C'est très important de le rappeler parce que ça traduit effectivement la démocrature dans laquelle nous sommes. Je suis régulièrement à Genève depuis au moins 15 ans pour participer aux sections des différents comités de la Commission des droits de l'homme et aujourd'hui devenu Conseil des droits de l'homme. Et tous les plénipotentiaires du ministère de la Justice et du ministère des Relations extérieures peuvent savoir qu'est-ce que nous avions fait ensemble pour essayer de pacifier les rapports entre les acteurs des droits de l'homme et les officiels camerounais. Et là où je peux être d'accord avec lui, c'est qu'effectivement, lorsqu'on analyse les faits Biya, jusqu'à ce qu'il soit introuvable pour nous autres citoyens aujourd'hui, l'analyse des faits Biya montre qu'effectivement, il avait une propension d'adhésion à l'ensemble des instruments internationaux. Ça, c'est très important. Il faut rappeler que c'est justement sous son magistère que le Cameroun adhère à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels, humains ou dégradants. Et j'aime citer dans mes enseignements que s'il y avait une seule chose que je pouvais mettre au crédit de M. Biya sur tout son règne, c'est le fait d'être allé plus loin dans la Convention contre la torture, notamment en signant la déclaration qui permet que les citoyens camerounais puissent pouvoir rester devant le comité contre la torture, puisqu'au-delà de la ratification, il faudrait encore permettre que vos citoyens puissent avoir le droit
de pouvoir rester devant le comité contre la torture parce que le comité contre la torture est mis sous la base de la Convention, et la Convention que je cite, qui est un traité. Et vous savez que les traités, c'est entre les États, à la réalité, au regard des Conventions de Vienne. Donc c'est les États qui signent les traités et qui s'engagent entre eux. Et donc permettre à des citoyens qui ne sont pas des États d'aller devant un mécanisme, c'est une prouesse, c'est très important. M. Biya ensuite a ratifié, comme on a ratifié l'ensemble des autres pactes, pacte international sur le droit civil et politique, pacte sur le droit économique, social et culturel, et donc en termes d'adhésion, en termes de ratification ou d'adhésion, aux instruments internationaux au Cameroun, c'est un modèle qu'on aime bien citer. Justement, nous demandons que M. Biya, qui justement s'est engagé sur le plan normatif à être un modèle en matière de droits de l'homme, qu'il se réveille, puisque sous son magistère aujourd'hui, on atteint le paroxysme de violation des droits de l'homme. Concrètement sur tous les chantiers. Parce que les droits de l'homme, c'est quand même presque 4 générations de droits de l'homme. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des droits de l'homme, il faut distinguer ici le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. C'est 2 branches des droits de l'homme différentes. Mais restons sur le droit international des droits de l'homme. Tous les instruments, lorsque vous ratifiez un instrument, vous êtes obligé de passer chaque fois devant un mécanisme pour pouvoir dire périodiquement ce que vous faites, justement pour mettre en œuvre l'instrument. Et donc, je ne vais pas citer des indicateurs en l'air. Je vais citer effectivement les documents produits par l'État du Cameroun devant les mécanismes pour dire ce qu'il fait. Et citer les instruments mis à disposition de ces mécanismes par les organisations de la société civile qui sont sur le terrain au Cameroun. Et donc, lorsqu'on lit tout simplement ce qui se passe, on se rend compte que, au lieu de progresser dans le sens du respect des droits de l'homme, on est dans une posture de régression. Et je vais citer un fait précis, simplement pour signaler. Parce qu'il y a juste un discours négationniste qui est construit pour essayer de montrer que c'est nous autres défenseurs des droits de l'homme qui exagérons. Lorsqu'on a produit un rapport alternatif devant le comité contre la torture, le représentant du Cameroun, Mondovision, vous avez suivi ce qu'il a dit, il a pu dire que nous avons raconté des histoires, tout ça c'est faux, tout ce que les experts du comité sont en train de dire. Sauf que les faits que nous avions portés étaient des faits adossés sur des réalités, comme ceux de Maître Tamfou multipliés par 100, qui ont été portés devant le comité. C'est des réalités. Lorsque nous disons par exemple que la garde à vue, les lieux de garde à vue aujourd'hui de privation de liberté sont des mouroirs des citoyens et que c'est des lieux où les droits de l'homme sont violés au quotidien, le représentant du Cameroun a cru devoir nous dire, de l'État du Cameroun a cru devoir dire au comité que c'était faux. Mais simplement, il faut tirer un coup de chapeau à M. Galax et Toga qui, quelques jours après, a démontré par A plus B que nous avions raison. Et ça, il faut le dire, parce qu'on aime accuser Dr Kamga d'être celui qui est toujours en train de mettre le feu partout. J'aime apprécier ce qui est bon. Monsieur Gallard, par exemple, qui a du 7, il faut qu'on se retienne que c'est un modèle que nous reconnaissons. On en parlera, oui, on en parlera, parce que au niveau des avancées. Non, je finis par ce fait précis, en instruisant ces unités de pouvoir, de ne plus permettre des gardes à vue abusives et illégales, et en disant dans son exposé de motifs qu'il lui était revenu et de manière constante que c'était des faits récurrents, il donnait raison à la société camerounaise. Donc ce n'est pas nous qui posons le problème, nous essayons simplement de mettre en lumière des situations qu'il convient à l'ordre gouvernant de pouvoir rectifier. Stéphane Menunga, c'est un tableau que dresse Hilaire Kamga, la posture controversée du Cameroun vis-à-vis des droits de l'homme au fil des années. Est-ce que vous diriez que c'est un chemin parsemé d'embûches et que le Cameroun est un pays où il y a comme une sorte de déni de jouissance en ce qui concerne les droits de l'homme? Non, j'ai envie de dire qu'il faut déjà savoir que les droits de l'homme, c'est un ensemble de normes qui en réalité protège la dignité humaine, si je peux paraphraser ça ainsi. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs droits qui rentrent en compte. C'est vrai que le docteur et grand frère Hilaire Kamga a évoqué un certain nombre de droits, mais il y a même des droits de l'homme qu'on néglige au Cameroun qui sont très importants. Parce que là, vous posez un problème fondamental. En réalité, vous êtes en train de demander implicitement si le Cameroun même est un État démocratique, parce que la démocratie repose justement sur le respect des droits de l'homme. Et vous allez vous rendre compte que du respect des droits de l'homme dépendent les autres principes de la démocratie, parce que la démocratie a 3 principes. Il y a l'iségorie, l'isonomie et l'isocratie. Et ça fonctionne un peu comme un œuf. Dans l'œuf, il y a la coquille, il y a le jaune, il y a le blanc d'œuf. Dès que vous enlevez la coquille, ce n'est plus l'œuf. Donc dès que vous enlevez les droits de l'homme, on n'est plus dans une démocratie. Parce qu'en réalité, c'est j'ai envie de dire, le soubassement même d'une démocratie, c'est le respect des droits de l'homme. C'est le 3e pilier, d'ailleurs. Justement, prenons un peu le cas, par exemple, de l'égalité de chance.
Est-ce qu'au Cameroun, vous avez l'impression que les Camerounais sont égaux en termes de chance? Comment est-ce qu'on jauge cela? Prenons le cas des grandes écoles, l'ENAM, l'IRIC, pour m'arrêter seulement à ces deux grandes écoles. On connaît tous les scandales qui naissent souvent dans ces grandes écoles. On a donc l'impression, au regard de ces scandales, que ces écoles sont créées pour une certaine catégorie de Camerounais et non pour d'autres. Prenons le cas même du travail, parce que c'est un principe constitutionnel, parce qu'en réalité, l'État du Cameroun a reconnu le droit du travail comme un droit fondamental. Est-ce que vous avez l'impression qu'au Cameroun, l'État du Cameroun se bat pour qu'on ait du travail et nous protège quand on a eu ce travail? On a des travailleurs qui n'ont pas de contrat de travail, on a des travailleurs qu'on recrute à 8 heures avec la bouche, on licencie à 16 heures avec la bouche, ils ne peuvent pas se plaindre. Ça, c'est la violation des droits de l'homme. Parce qu'on s'attarde seulement sur ce qu'on observe qui fait le buzz, mais on néglige les droits même essentiels qui constituent aussi une partie des droits de l'homme. Et je vais sortir en prenant le cas, par exemple, de la liberté d'expression, qui est également un pilier. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a la liberté d'expression au Cameroun? La preuve, on est sur un plateau de débat. Non, monsieur. Justement, quand la liberté d'expression repose sur la capacité à manifester, pas à débattre sur un plateau de télévision. Au Cameroun, vous allez vous rendre compte, quand vous faites une sociologie des manifestations, que pour qu'on vous accorde une manifestation, il faudrait que vous adulez les politiques de l'émergence. Si vous essayez de dire qu'on peut atteindre l'émergence, mais au lieu de prendre la gauche, prenons la droite, personne ne vous autorise cette manifestation. Ça pose un problème de fond. On se rend justement compte qu'on est dans une dictature libérale. On vous permet d'avoir des médias, on vous permet d'avoir des associations, on vous permet d'avoir 500 partis politiques, mais à la fin, on vous muselle, on vous empêche de véritablement vous exprimer. Maître Jean Dioko, c'est dire que les droits de l'homme, les libertés au Cameroun seraient des libertés de façade. Vous qui êtes très souvent au contact de ces personnes incriminées dans des affaires, comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on peut admettre, en tout cas dans votre champ qui est le droit, les affaires juridictionnelles, vous qui êtes pénaliste, que le Cameroun a échoué sur ce champ-là? Est-ce que vous diriez ça? Je ne dirais pas de manière péremptoire que le Cameroun a échoué, non. Et il y a des avancées, parce que les critiques doivent être, au lieu d'être seulement statiques, elles doivent être constructives. Donc, relativement à ces aspects, je voudrais d'abord préciser que si on parle des droits de l'homme, maintenant, on peut passer plusieurs jours, parce qu'il faut reconnaître que la portée même des droits de l'homme se stratifie à partir de certains éléments qui sont des éléments repères. Il y a les instruments, comme l'a si bien dit le docteur Elekan, les instruments internationaux, les instruments régionaux et les instruments nationaux. Maintenant, je ferai l'économie des instruments internationaux, qu'il l'a si bien d'ailleurs rappelé tout à l'heure. Les instruments régionaux se rattachent à l'Union africaine, et il y a une panoplie d'instruments. Les instruments nationaux, vous avez la Constitution, les lois et tout ça. Est-ce que l'arsenal juridique camerounais, à l'heure actuelle, permet soit de reconnaître ou de protéger les droits de l'homme? La réponse à cette question est l'affirmative. Mais maintenant, ce qui pose problème, ce qui pourrait poser problème, c'est que, voyez-vous, la souveraineté d'un État, les droits de l'homme, je voudrais dire, ils sont là pour rappeler à l'État qu'elle ne doit pas enfreindre, qu'elle doit respecter les citoyens qui vivent dans cet État. Et c'est la raison, le leitmotiv des droits de l'homme. Vous, en tant que praticien du droit, quelles sont les observations que vous faites sur le terrain, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Oui, les observations, ça dépend de là où je prends des cas récents. Tout récemment, à la suite de certains abus perpétrés, des actes de torture perpétrés sur plusieurs citoyens camerounais, le ministre, le 7, a pris une décision relativement au garde à vue, mais cela n'a pas empêché que quelques jours après, qu'il y ait eu des violences sur
certains avocats. Il y a eu le cas de Maître Aboroyo à Bafia qui a été violenté en plein palais de justice par un inspecteur de police. Il y a eu ensuite le cas de Maître Tanfou à Douala qui a également les images ont circulé. Parle d'elle-même. Voilà, qui a également été violentée. Mais ce qui est décrié, ce n'est pas que l'État, dans le sens propre du terme, prend des mesures, mais ce n'est pas ces mesures qui sont décriées. C'est en fait cette manie de retourner la victime en bourreau. Parce que, pour ne citer que ce cas que je viens de prendre, dans le cas Tanfou, par exemple, le rapport d'enquête dit que c'est plutôt Tanfou qui serait le bourreau des fonctionnaires de gendarmerie. Dans le cas de Maître Assene Aboro, également, les rapports qui sont sur le chemin d'être publiés montrent également que c'est plutôt Maître Aboro qui est la victime, qui serait le bourreau de l'inspecteur. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut s'interroger par rapport à la probité morale. Oui, la probité morale, par rapport à ceux qui sont censés garantir, ceux à qui l'État a confié la protection, les garanties des droits de l'homme. C'est ceux-là, c'est à ce moment qu'il faut interpeller ceux-là. Est-ce que eux, ils ont dans leur esprit cette mission que l'État leur a confiée? Parfait, Onguéné, vous allez certainement renchérir sur cette déclaration de Maître Djoko. Alors, le constat qui est fait par les 75% de ce panel fait état de ce que le Cameroun, en matière d'arsenal juridique correct, en matière de textes et autres organismes corrects, mais ce qui coince, c'est au niveau de l'application pourtant des textes librement, librement consentis par le pays, que ce soit au plan national comme au plan international. Selon votre lecture à vous, qu'est-ce qui ferait problème? Est-ce que les avancées prennent le pas sur les problèmes, les freins, ou alors ce serait carrément l'inverse au Cameroun? Oui, peut-être qu'il convient déjà de comprendre, c'est-à-dire que c'est quoi le droit? Le droit, c'est ce que chacun peut exiger dans ce qui est permis, selon les règles, la règle morale ou sociale. C'est-à-dire que ce que chacun peut exiger dans ce qui est permis. Et lorsqu'on parle des droits de l'homme en général, on se rappellera que c'est un ensemble de prérogatives dont un individu, un groupe d'individus est titulaire. Lorsqu'on l'a dit, on va comprendre tout de suite qu'il y a un jeu de droit d'un côté et d'obligation de l'autre côté. La conciliation des deux. Mais ici, on relève la responsabilité de tous les acteurs. Les acteurs étatiques ont démontré la volonté politique réelle d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a imaginé. Même les experts des droits de l'homme, comme le docteur Eleb Kanga, ils viennent le reconnaître ici tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au-delà de 86, où le président Biya, dans son discours déjà en 82, démontre déjà sa volonté à conduire le Cameroun vers les droits de l'homme, parce qu'il va mettre en exergue un régime de rupture avec le régime qui l'a conduit jusque là où il est arrivé à la tête de l'État. Cette rupture était effectivement la fermeture d'un régime monolithique fermé pour ouvrir un champ. C'est pour ça que dans les fondements de sa politique, vous allez retrouver au-delà du rayonnement diplomatique. Et dans le rayonnement diplomatique, vous voyez déjà très bien la perspective présidentielle d'aller vers la signature des conventions internationales relatives à la protection du champ global de la dynamique de construction de protection des droits de l'homme. Et alors, bien au-delà de cela, vous comprendrez effectivement que lorsqu'on a parlé des droits de l'homme, vous devez effectivement parler également des devoirs. Les devoirs du citoyen, c'est quoi? Le devoir du citoyen, c'est d'abord aussi de respecter, c'est-à-dire que de respecter, de défendre sa nation, son pays, sa société, c'est de servir cette société, c'est de reconnaître l'arsenal juridique en place, les organes qui existent, mais également ceux qui les incarnent. Est-ce que ceux qui décrivent, qui mettent en lumière, comme Ila Kamga le disait, desservent leur pays? Est-ce qu'ils aiment moins leur pays parce qu'ils font ça, peut-être parce qu'ils veulent également que les choses avancent? Vous savez, je ne peux pas prendre
les propos de Dr Hilaire Kamga comme une doctrine. Vous savez, Dr Hilaire Kamga a sa grille d'analyse et sa grille de lecture. Vous savez, il est très difficile de le retrouver dans l'offre orange et tout de suite de le retrouver comme expert des droits de l'homme. Les droits de l'homme qui se veulent quand même être assez neutres. Déjà, dans cette neutralité, vous comprendrez la volonté du gouvernement d'avoir mis en place la Commission des droits de l'homme du Cameroun, mais également permis la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Alors, ce sont des organes qui sont là, qui sont des organes indépendants, qui font l'observation de ce qui se passe et rendent fidèlement compte de manière très indépendante. Mais qui n'ont pas de pouvoir coercitif. Non, la coercition ici, l'objectif, ce n'est pas la coercition, l'objectif, c'est d'évaluer le chemin parcouru, les insuffisances, et puis un peu comme la CONAC, des institutions qui ont valeur de conseil, de sages. Mais non, des institutions républicaines qui militent effectivement en faveur de l'avancée démocratique au Cameroun dans tous ces champs et dans tous ces pans. Vous allez donc comprendre que lorsque je l'ai dit, il faut donc se poser la question de savoir la rencontre entre l'arsenal juridique, la volonté gouvernementale de mettre en place un mécanisme de promotion des droits de l'homme et des libertés et l'application de ces mécanismes par les hommes, ceux aujourd'hui qui y revendiquent, qui disent que le gouvernement est un bourreau, qui disent aujourd'hui qu'il y a un recul des droits de l'homme, ce qu'eux-mêmes font. Est-ce que ces gens-là s'inscrivent dans ce que je viens de dire ici aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsqu'on est un citoyen, on a des droits, mais est-ce qu'ils s'entendent dire que dans ces droits-là, c'est ce qu'on peut exiger dans ce qui est permis? Alors dans ce qui est permis, on va dire, on attend aussi du citoyen quoi? De défendre sa nation, de servir sa nation, de reconnaître les institutions en place, de les respecter ceux qui les incarnent. Est-ce que lorsque vous parlez d'un ministre de la République avec dédain, avec mépris, avec beaucoup d'arrogance, vous êtes en train de respecter les institutions? À partir de ce moment, on se poserait la question de savoir à quel moment est-ce que et qui devrait pratiquer les droits de l'homme et qui ne les pratique pas en ce moment-là. Mais est-ce que à rebours, est-ce que les frasques dont fait le Cameroun sur la scène à la fois nationale et internationale seraient superflues selon votre grille d'analyse? Est-ce que le fait que chaque fois les textes sont magnifiques, on a des enquêtes qui sont mises sur pied, mais généralement qui n'aboutissent sur rien, est-ce que c'est superflu de décrier cela? Ah non, les enquêtes aboutissent, mais peut-être pas au rythme de ceux qui les revendiquent à corps et à cri. Vous savez, la justice a son rythme. On ne peut rien imposer à la justice. Je veux parler sur le contrôle de l'avocat qui est là ici. On ne peut pas mettre la pression, encore qu'on défend de commenter même des actes qui sont encore pendant devant les juridictions. Ça veut dire que nous devons attendre. Mais nous sommes souvent tellement impatients qu'il nous arrive de tirer des conclusions hâtives relativement à cela. Mais je vous assure, aucune enquête ne peut commencer, Maître le sait, sans avoir des conclusions. Il y a toujours des conclusions, mais sauf que ceux parfois vers qui les conclusions sont orientés ne sont pas souvent ceux qui les revendiquent dans la masse et dans la foule pour en faire autre chose. C'est-à-dire que pour instrumentaliser pour d'autres fins. Je voudrais peut-être sortir par là pour dire qu'en réalité, ce que nous omettons de reconnaître ici, c'est la responsabilité de ceux qui prétendent être des victimes aujourd'hui dans le champ d'application des mécanismes des droits de l'homme au Cameroun. C'est-à-dire que lorsqu'on établit la matrice des responsabilités, est-ce que Dr Hilaire Kamga a-t-il déjà eu un seul instant de nous produire un rapport où il peut reconnaître qu'au-delà des vices, il y a également de la provocation? À quel moment il y a de la provocation et pourquoi il y a de la provocation et qui provoque et quelles sont les sanctions qui peuvent être appliquées? À quoi est-ce que s'exposent ceux qui provoquent? Donc, je voudrais que nous fassions ce travail d'équilibre pour être plus objectifs dans l'approche et dans l'analyse que nous faisons. Hilaire Kamga, peut-être avant de répondre à sa préoccupation, on va surfer sur le fil de la controverse qu'il y a actuellement entre la récente sortie du ministre de l'Administration territoriale et un front constitué par certaines organisations de la société civile. Et il faut dire que de la part de ce front-là, une déclaration a été rendue publique aujourd'hui concomitamment ou après la sortie du MINAD pour la Tangandji qui précisait que ces suspensions-là n'étaient pas du tout synonymes de recul ou alors de recul des libertés publiques au Cameroun. Et il a reprécisé que les organisations, à l'instar du REDAC, avaient été interdites pour des causes telles que des financements illicites, des soupçons de blanchiment d'argent, des soupçons de financement du terrorisme au Cameroun et à la suite d'une enquête menée par l'ANIF. Pourquoi est-ce que vous faites le pied de grue autant Yannis, si je ne te connaissais pas bien,
j'aurais dit que vous avez un plan contre moi sur le plateau. Pas du tout. Mais simplement, comme vous êtes un très bon journaliste, vous êtes une journaliste bien avisée, je sais que vous allez permettre d'abord que je résous un problème, puisque j'ai été apostrophé intelligemment par mon ami. Et vos téléspectateurs qui doivent être respectés ont besoin effectivement qu'on puisse effectivement les édifier. Je crois que dans le propos que j'ai entendu un certain nombre de concepts manipulés, notamment le droit, avec les devoirs et ensuite les droits de l'homme. Je voulais savoir qu'on comprenne bien qu'il s'agit de plusieurs disciplines. Le droit, c'est plusieurs disciplines. Le droit, c'est comme la médecine. Donc chacun, dans son... Vous avez dit, c'est un privatiste. Tout en étant juriste, il est d'abord juriste d'abord, il est privatiste, ça veut dire qu'il s'est spécialisé dans un domaine précis. Et on doit respecter ces spécialisations, y compris dans les concepts. Le droit de l'homme, les droits de l'homme ne sont pas le droit privé, ne sont pas les droits. Ça veut dire que ce n'est pas les droits qui concernent, qui sont appréciés par rapport dans le rapport du citoyen à un citoyen. Les droits de l'homme se caractérisent par leur extra-nationalité. Ça veut dire qu'ils commencent à être intéressants lorsqu'on peut questionner l'État dans son contour de souveraineté. Les droits de l'homme, c'est par rapport aux engagements pris par l'État. C'est-à-dire que nous ne parlerons du droit international des droits de l'homme que par rapport au système international des droits de l'homme, dans lequel on a d'une part les instruments, effectivement ce qu'on vient de parler, mais aussi des mécanismes devant lesquels on doit y aller. Et quand on parle des droits de l'homme, c'est pour ça que notre interlocuteur, c'est l'État. Il n'y a pas de violation des droits de l'homme tant qu'il n'y a pas l'État. C'est-à-dire quand il y a le state actors. Donc, le seul acteur qu'on doit indexer lorsqu'il y a violation, c'est l'État, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et dans l'État, j'aime bien dire plutôt le gouvernement, parce que on rappellera que l'État, c'est une composante dans laquelle on a la population, le territoire et un gouvernement. Je souhaite toujours mettre la nuance entre le gouvernement et l'État. Parce que c'est le gouvernement qui pose des actes, cette composante de l'État, moi je ne suis pas concerné dans les actes négatifs qui sont posés. Donc il faut faire cette distinction. Donc lorsque nous disons droit de l'homme, c'est par rapport à l'État. C'est ce que l'État a fait. Et quand j'ai fini de dire cela, je réponds encore sur l'autre question parce qu'il a... La question de l'équilibre dans vos rapports. Oui, dans les rapports qui sont faits. Nous n'avons pas des rapports déséquilibrés, je suis désolé. Tous nos rapports ont pour destinataire qui est déjà l'État du Cameroun. Nous travaillons en étroite collaboration avec pas mal d'institutions au Cameroun, le ministère de la Justice, la Commission et tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Puisque on ne peut pas avoir l'expertise que nous avons, parce qu'il ne faut pas faire l'insulte aux Camerounais de croire que c'est des bricoleurs. Le droit de l'homme, c'est un chantier dans lequel n'importe qui entre, n'importe comment. Peut-être qu'il y en a des bricoleurs, mais il faut noter que notre expertise aujourd'hui est vendue à l'international. Et donc, nous l'utilisons pour outiller aussi des acteurs de la chaîne de justice au Cameroun. C'est très important de le dire. Et donc, quand on a fini de le dire, on ne peut pas prétendre que les rapports, on va faire des rapports essentiellement à charge. Sinon, je n'aurais pas, dans mon propos introductif, rappelé peut-être quelque chose qu'on peut mettre à l'article de M. Biya. Sauf qu'aujourd'hui, il faut interpeller M. Biya. Et lorsque j'ai répondu à la délégation camerounaise, par rapport à la délégation camerounaise qui a dit qu'il n'y a pas de torture d'État, entre guillemets, au Cameroun, j'ai dit, je suis désolé parce qu'il y en a, parce qu'il y a, lorsque l'État assume. On rappelle que c'était votre réponse en novembre dernier à Genève. Voilà, lorsque l'État assume des actes de torture, lorsque par les décisions rendues, les tortionnaires se sentent confortés dans leur posture, on va dire que le gouvernement a avalisé l'acte de torture. Je prends un cas type que j'aime bien citer. Nous sommes battus, les journalistes, y compris les journalistes, sur le cas Ibrahim Bello, torturé, les 2 jambes coupées. Pendant des années, on s'est battu devant les tribunaux. Mais la première réaction de l'État a été quoi? De dire que ce n'est pas la police. Et quand on a convaincu par nos rapports, effectivement, nos rapports clairs, que c'était le cas de la police, qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné en rond devant les tribunaux, et plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des condamnations avec sursis à ces gens, y compris des condamnations qui n'équivalaient pas à 3 ans de prison. Et les tortionnaires de Bello, qui est mort aujourd'hui, certains sont en poste avec des promotions. Ça veut dire que l'État du Cameroun a assumé le fait qu'on est capable de se lever avec dans la structure de l'État, torturer un gars, couper ses jambes et qu'il en meure et que désormais on n'est plus. Donc, il y a eu un problème de proportion entre la sanction et... Oui. Donc quand vous avez des cas autant généralisés, on se dit il faut que M. Biya se réveille. Donc il a signé, il a ratifié un certain nombre d'instruments. Pour l'instant, nous l'interpellons pour dire qu'il ne peut pas, nous ne pouvons pas le dire en 2008, 2009, 2000, jusqu'en 2024, on dit les mêmes choses. M. Biya qui a ratifié les textes ne dit rien. Je voudrais finir avec M. Ongene pour lui rappeler que non. Rapidement, je vous en prie. Pour rappeler que je suis un prince et un grand notable dans ma communauté. Et la première chose qui fonde ma communauté, et peut-être d'autres communautés aussi,
c'est le respect des aînés. Donc je ne peux pas être vulgaire vis-à-vis d'un ministre ou d'un président. Lorsque je dis M. Biya-Paul, ce n'est pas manquer du respect à M. Biya-Paul. Lorsque je dis M. Ndi Atanga, ce n'est pas lui manquer du respect. Dans les démocraties assumées, vous n'avez jamais entendu qu'on dise autre chose que M. Macron, que M. Baden ou autre. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est montrer que les citoyens sont égaux, c'est-à-dire l'égalité des citoyens. Dans le code pénal que nous manipulons tous les jours et lui personnellement, il n'y a pas un endroit où on a dit que tel citoyen, parce qu'il est ministre ou parce qu'il est président de la République, il a un droit, il aura une peine supérieure à l'autre. Non, il y a l'égalité des citoyens. Oui. Parce qu'effectivement, j'ai fini par là. Nous parlons de démocratie, il faut que ceux qui nous vilipendent retiennent. La démocratie, c'est 3 piliers fondamentaux, mesdames. C'est-à-dire que d'une part, la dévolution de pouvoir par les urnes, d'autre part, la séparation de pouvoir, mais l'état des droits, il l'a dit tout à l'heure. Et dans l'état des droits, on a les 4 composantes importantes, dans lesquelles le premier élément, c'est l'égalité des sujets de droit. Et dans après l'égalité des sujets de droit, on a ce qu'on appelle les droits de l'homme, les libertés fondamentales, ce qu'on ne peut pas céder. Et c'est sur ça qu'on travaille. Et c'est l'État qui doit donc s'engager au niveau international pour dire que si mes citoyens, dans le cadre du système national, ne peuvent pas adresser, ne peuvent pas résoudre le problème, j'accepte qu'ils aillent à l'international devant les mécanismes qui soient juridictionnels ou non juridictionnels. Rapidement, pour revenir au débat à la sortie d'Atanga. Je suis dans le débat, on parle des droits de l'homme. Oui, on parle des droits de l'homme. Okay. Atanga Ndji, pourquoi est-ce que vous assimilez sa suspension, son interdiction à une violation des droits de l'homme, et pourquoi est-ce que malgré ces explications, son discours a du mal à passer? Bon, pendant que nous étions tout à l'heure en conférence, nous avons tenu une conférence privée, dans un lieu privé, au cas où ces services voudraient peut-être nous demander de quoi il était question. Nous avions suivi quelques extraits de ce qu'a dit le ministre. Et ça ne change rien à la déclaration qu'on a rendue publique. Parce que nous sommes du côté de la loi et du droit. Monsieur Atanga Ndji fait son travail à sa manière. Je n'accuse pas les services qu'il a avec lui, mais je crois que le MINAT, nous payons beaucoup de fonctionnaires au MINAT qui sont des juristes, capables d'éviter au ministre de pouvoir se lancer dans des occasions qui ne sont pas fondées du point de vue du droit. Parce que par rapport à ce qu'il a dit, la question de financement, il ne revient pas à monsieur, au ministre de l'administration territoriale de régler la question de financement. Il parle de subvention, entre autres choses qu'il a évoquées. Je vais seulement recommander à monsieur le ministre, pour la section parlementaire qui va venir, de faire modifier la loi. Les associations sont interdites de recevoir des subventions des personnes publiques. C'est ça le législateur de 1990. Parce que quand M. Ongene tout à l'heure me parlait de ces lois que M. Biya-Paul a données, il faudrait quand même qu'on retienne que mes camarades ont versé leur sang et que j'ai été torturé 15 fois avec des séquelles pendant ces batailles pour avoir ces libertés. Et donc, ce n'est pas M. Biya-Paul qui se lève le matin et qui décide. La commission des droits de l'homme, c'est venu du comité des droits de l'homme, il faut le dire, que les Camerounais retiennent que la commission des droits de l'homme et des peuples et des libertés a pour ancêtre le comité des droits de l'homme, qui lui-même a été mis en place parce que nous nous sommes levés pour dire les étudiants ont été massacrés, il faut qu'on mette une commission d'enquête, et on a mis la commission au maître Odile Mbala et autres. Ça a permis que le comité Odile Mbala puisse se transformer plus tard en comité des droits de l'homme, qui plus tard devient la commission. Le débat, il faut donc que ce soit réglé. Donc, monsieur le ministre doit pouvoir noter que nous lisons les mêmes lois, et nous sommes dans la loi camerounaise de 1990 qui rappelle qui peut recevoir subvention. Et il faudrait que ces juristes lui rappellent que les subventions ne sont pas des dons. C'est une clarification technique qu'il faut mettre. Et ce n'est pas pour rien que ces maîtres de 1990 qui étaient Oona, Bipounou et autres... C'est aussi des failles pour permettre le financement du terroriste et autres. Il est peut-être dans son madame, rôle si vous de ministre de l'Intérieur. Pour que je clarifie, parce que mes collègues sont là, c'est pour rappeler que la notion de subvention ne doit pas être confondue avec la notion de don. Le législateur a dit que les subventions ne peuvent pas être données aux associations par les personnes publiques. Et que les dons et des legs ne peuvent pas être donnés par des personnes privées. C'est ça la lettre de la loi qui traduit l'esprit des concepteurs de la loi. Et donc on doit retenir et dire à votre législateur qu'on appelle subvention, la différence entre les deux, c'est la destination. Quand vous donnez une subvention, ça veut dire que de l'autre côté, vous avez ce que la subvention va servir de faire. C'est pour financer soit un programme, un projet ou une œuvre. On donne une subvention dont il y a l'utilisation qui est déjà actée. Parce que celui qui vous en donne doit vérifier pour savoir, vous voulez faire quoi? Ça coûte combien, ainsi de suite. Ça veut dire que M. Atanga Ndji, pour ceux qui ont eu des subventions, devrait pouvoir, dans les rapports financiers et les rapports d'activité, voir que
l'argent reçu correspond à ce pourquoi la subvention a été donnée. Alors que le don n'a pas de destination définie. Celui qui reçoit un don peut affecter ce qu'il peut mettre ce qu'il veut. C'est ça le droit. Et il y aurait eu amalgame. Donc, premièrement, il y a donc amalgame. Et deuxièmement, pour dire que nous avons les informations bien précises. Oui. Il sera au procès avec les gens du REDAC de cette organisation qui a été dissoute. Mais simplement, nous disons que le droit camerounais n'autorise pas qu'on vienne sceller, par exemple, une structure sans qu'on ait notifié aux personnes concernées la décision qui a été prise contre cette structure. Le droit exige qu'on doit pouvoir notifier la décision aux gens. Si M. Atangandi vient aujourd'hui que la presse pour dire que, ben voilà, je leur ai demandé de produire ceci, on est en droit administratif, monsieur Maître. Le droit administratif est caractérisé par la matérialisation des faits. Monsieur Atangandi doit dire tel jour, par tel correspondant, j'ai saisi telle organisation, parce que la création de l'association a été déconcentrée au Cameroun, auprès des préfets. Donc, si monsieur le ministre a besoin d'une information concernant une association qui sont enregistrées qui sont dans les registres du bureau d'association à une préfecture, il doit instruire son préfet d'envoyer une correspondance à l'organisation concernée pour lui dire « envoie-moi ceci et telle chose ». C'est le silence ou alors la non-réalisation de cette exigence par le ministre, par l'organisation, qui devrait fonder monsieur Atangandi à dire « j'ai demandé à ces gens des preuves, ils n'en ont pas donné ». On n'en est pas dans le cas là. Et c'est tout cela qui provoque votre courroux, exactement. Stéphane Menunga, face aux arguments brandis par la société civile ici, représentée par Hilaire Kamga. Est-ce que vous qui êtes analyste politique, on ne pourrait pas faire également le rapprochement avec les pics de violation des droits de l'homme et des libertés, généralement en année préélectorale, parce que le constat il est aussi là, généralement en année préélectorale, on a des autorités administratives qui sont généralement sur les dents, on a l'atmosphère politique qui est serrée, on a des tensions qui fusent de toutes parts. Est-ce qu'on ne peut pas assimiler les symptômes et autres indicateurs sociaux, politiques de ces derniers instants à l'élection présidentielle qui se tient en 2025? Non, c'est indiscutable en réalité. Il y a un lien indiscutable avec les échéances électorales qui s'approchent. Et je pense que peut-être qu'on veut faire passer également un message pour dire à certaines personnes que, comme on a l'habitude de dire, que l'État reste debout. Que le pays est gouverné. Justement, j'ai bien écouté les propos du docteur Hilaire Kamga. Si je comprends bien, ce qu'ils sont en train de décrier, c'est la méthode que le ministre a utilisée. Ça veut dire que dans la méthode, le ministre aurait sauté les étapes. Ça veut dire qu'il aurait dû d'abord leur demander des justificatifs et au cas où il ne produirait pas les justificatifs, là, sa décision serait donc fondée pour défaut de production. Leur notifier leurs entraves avant de poser les scellés. Ça veut dire que l'état des droits, c'est ça. C'est ça que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un problème de méthode ou de procédure qu'on est en train de décrier. Ça veut dire que peut-être le ministre n'est pas totalement dans le hors sujet. Mais il faudrait aussi qu'il apprenne à respecter, si tel est le cas, les procédures, parce que dans un état de droit, on respecte les procédures qui sont écrites. Mais je vais quand même suivre le représentant du RDPC dans sa logique. Parce que moi, il ne veut pas sortir de sa logique, je vais le suivre dans sa logique et ressortir quand même quelques incongruités. Restons même dans l'approche synalagmatique qu'il a évoquée, c'est-à-dire droit et devoir. Au Cameroun, les citoyens respectent leurs droits et leurs devoirs. Parce que là, on rentre dans l'approche systémique, on rentre dans le système politique. Et dans le système politique, il y a les inputs et les outputs. Et dans les inputs, vous allez vous rendre compte que les citoyens, ce sont eux qui payent les impôts au Cameroun. Et dans les inputs, quand vous payez les impôts, vous avez l'obligation de demander à l'État de, justement, par exemple, vous donner de l'eau, vous donner de l'électricité, vous donnez une justice équitable, parce que vous payez les impôts pour ça. C'est pour ça qu'il y a les outputs. Donc, quand vous payez dans les impôts input, vous posez des doléances qui doivent être des outputs. Quand on adopte dans l'approche que vous avez adoptée entre le citoyen et le gouvernant au Cameroun, vous voyez que qui ne respecte pas ses droits et ses obligations. Ça part du contrat. Tout à fait. Le citoyen respecte son contrat au Cameroun. Le citoyen au Cameroun respecte les institutions. Est-ce que vous avez déjà vu les citoyens au Cameroun quand le MINAT, par exemple, a interdit une manifestation? Est-ce que vous avez déjà vu les citoyens s'opposer à une décision du MINAT? Moi, je n'ai pas encore vu. Est-ce que vous avez déjà vu les citoyens faire le bras de fer avec un préfet?
Moi, je n'ai pas encore... C'est la Tant preuve, qu'il est dans la légalité. Justement, c'est la preuve qu'il respecte les institutions. Tout à fait. Il ne faut pas toujours faire passer les citoyens camerounais comme des ceux, voyous. justement, qui ne connaissent rien, qui ne respectent pas l'état de droit, qui ne comprennent rien de l'état de droit. Et je veux sortir en disant qu'en réalité, le véritable problème, et peut-être les gens ne l'évoquent pas ici, le problème du Cameroun, c'est que le Cameroun est rattrapé par la nature de son système politique. Claire. Le Cameroun est un État mou. Et les États mous, généralement, ont des lois qui n'appliquent pas. C'est pour ça qu'on a ratifié des conventions qu'on n'arrive pas ou on refuse d'appliquer. Tout à fait. C'est comme ça les États mous. C'est la même chose avec la corruption. On a des textes qu'on n'arrive pas à appliquer. Tout à fait. On a l'article 106 qu'on n'arrive pas à appliquer. Je pourrais me mettre à citer des lois qu'on n'arrive pas à appliquer ici, que l'émission ne finirait pas. Donc le véritable problème même par rapport aux droits de l'homme, c'est la nature du système politique camerounais qui nous rattrape. Maître Jean Dioko, comment, vous qui êtes un praticien à votre niveau, améliorer la situation des droits de l'homme au Cameroun? Je voudrais revenir sur un certain nombre de choses. Rapidement, Parce que- je vous en prie. On rapidement, s'achemine parce que vers... Il faut d'abord dire, le pénaliste que je suis, c'est une de mes spécialisations parmi tant d'autres spécialisations. Donc, lorsqu'on ne peut pas comprendre que le législateur camerounais, dans les années 90, parlant de la liberté d'association, a essayé de distinguer le système déclaratif du système d'autorisation. Tout à fait. Dans le système déclaratif, vous avez les Camerounais qui veulent se muer en association. À ce moment, il y a eu une forme de déconcentration, c'est le préfet qui reçoit ces déclarations. Et même le législateur allait plus loin en disant que le silence du préfet après 2 mois Tout à fait. veut dire que l'association est reconnue. Puisque le principe est la liberté. Voilà. Maintenant, vous avez le système d'autorisation qui concerne les étrangers et Les associations étrangères associations et religieuses. Vous avez ce système. Et vous avez, le 20 juillet 1999, le législateur est revenu en modifiant seulement l'article 5 alinéa 4 de ça, où le législateur a ressorti les partis politiques, les syndicats, les associations sportives et les ONG. Donc, il faut bien comprendre à ce niveau-là ce qui a lieu de faire. Et c'est la raison pour laquelle je rejoins l'analyse du docteur Hilaire Kanga, parce que il y a en toute chose, en tout droit, il y a une démarche. Chaque chose a une procédure. C'est la raison pour laquelle vous entendez, quand c'est le droit pénal, vous entendez qu'il y a la procédure pénale, droit sur procédure civile. Chaque chose a une procédure. Oui. Et maintenant, vous avez également la possibilité pour le ministre de l'administration territoriale de poser certains actes. Il faut que certains éléments soient réunis, par exemple, comme le trouve à l'ordre public. Cet ordre public, ce fameux vase creux. Un fourre-tout. Vous avez Oui. ça. Vous avez également qu'avant qu'il ne prenne certaines décisions, il faut qu'il ait la proposition motivée du préfet Tout à fait. du lieu Tout à fait. où l'association a son siège social. Bon, Est-ce que ce n'est pas comme demander au chef de se soumettre aux procédures de son subalterne, de son non, collaborateur? le législateur a prévu tout cela dans la loi de 90, en assujettissant cette intervention du MINAT à la proposition motivée du préfet. Ce n'est pas une invention, c'est contenu dans les textes. Donc, moi, je pense que pour sortir, il faut respecter les textes. C'est vrai que M. Nguyen va me dire que tout à l'heure, que mieux vaut des textes inappliqués qu'un univers ajuridique. Oui. Mais je vais lui dire que c'est mieux qu'on applique les La textes question, vous avez, voilà, vous avez Oui, dans la épuisé partie- votre dans la temps partie, de je parole. voudrais Comment simplement améliorer une les droits de seconde. l'homme? Une seconde simplement, c'est que chacun puisse faire face à ses responsabilités. Simplement, il faut que le mécanisme de responsabilité puisse avoir vraiment se valoir son pesant d'or. C'est tout. Monsieur Nguyen brûle d'envie de réagir à vos déclarations. Oh oui, justement, il faut commencer par rappeler que nous ne sommes pas dans un absolu État. Nous ne sommes pas dans un État failli. Comme pour dire avec insistance, nous ne sommes pas dans un État mou. C'est-à-dire que nous sommes dans un État normal.
Et c'est le caractère normal de cet État qui nous fait aborder des débats sur les mécanismes de déploiement de l'État de droit. Lorsqu'on a parlé de l'État de droit, ici, nous ne sommes pas dans une chimère. Nous sommes dans un État où la sacralisation de l'être humain dans sa protection pour son intégrité est une réalité tangible. Oui. Elle est une réalité tangible de par même déjà le préambule de notre Constitution où effectivement le principe de l'égalité de droit devant la loi de tout le monde est un principe inaliénable. Il y a ce langage de sourd entre les différents acteurs qui pourtant semblent Il n'y a pas de langage de sourd. Il n'y a pas de langage de sourd parce que ce que Dr Hilaire Kamga omet de vous dire ici, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en gros le principe de la chose, le principe de l'autorité de la chose jugée. Lorsque le ministre a pris un acte, il ne s'agit pas d'aller à la défiance de cet acte en posant un autre acte soi-même pour se faire son arbitre soi-même. Mais non, il s'agit d'attaquer cet acte-là parce qu'il y a d'abord un acte administratif unilatéral qui a été pris. Il y a des juridictions compétentes, il y a les tribunaux administratifs où vous pouvez attaquer parce que tout acte unilatéral administratif est grief. Ça veut dire qu'il est susceptible de recours pour excès de pouvoir. Lorsque c'est fait, il faut attaquer et attendre les décisions de justice. Lorsque ce n'est pas fait, je voudrais me retourner vers l'analyste pour lui dire, mais vous reconnaissez tout de suite des droits et des devoirs et puis vous pensez que les citoyens respectent tous les droits. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'on peut y dire? On serait, je serais pas très amusé de le voir perdre son latin face à cette question. Donc pour vous, ce qui se passe en ce moment, c'est un faux débat? Non, ce n'est pas un faux débat, mais je dis c'est amplifié dans un sens. Amplifié dans un sens, dans le mauvais sens, notamment de présenter le bourreau comme le gouvernement comme étant le bourreau. Pourtant, écoutez, il y a un débat qui a cours ici, je fais une digression à ce niveau, entre les violences faites aux hommes et les violences faites aux femmes. Alors on a toujours l'impression, lorsqu'on parle de violences dans le couple, c'est l'homme. Alors qu'ici, on peut également par analogie se poser la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas possible pour l'analyse de comprendre qu'il y a des moments où le gouvernement est également victime? Je parle de gouvernement parce que je voudrais rentrer dans la logique de Dr Hilaire Kamga ici. Et ce serait le cas ici? Ça peut être le cas parce que je vous ai cité le principe de l'autorité de la chose jugée. Il n'est pas question de porter en grief le ministre. On ne peut pas taper l'enfant et l'empêcher de pleurer, dit un dicton africain. Les pleurs ne veulent pas dire ici qu'il faut un rapport des droits de l'homme qui tout de suite incrimine le gouvernement, parce que je suis sûr que Dr Hilaire Kamga a déjà pondu. On n'en a pas encore cette journée et qui incrimine déjà le gouvernement. Mais je voudrais qu'il y ait quand même une approche équilibriste de la chose. Oui. Et cet équilibre voudrait, je vous ai dit, de tracer une matrice de responsabilité pour qu'on se pose la question de savoir est-ce que le crime en termes de déshumanisation au Cameroun, est-ce que ce crime est institutionnalisé? Est-ce qu'il a fait l'objet d'une loi dans notre Parlement? Mais non, tout au contraire, nous avons cet arsenal juridique qui vise à renforcer même les mécanismes de protection de l'homme, de ses droits. Parce que je vous ai dit, dès 1982, Paul Biya a compris que l'être humain devait être au centre de sa politique et bien au-delà, il a placé l'être humain dans l'ensemble des sciences. Parce que quand on parle de droits de l'homme, ici, Dr Hilaire Kamga a refusé de parler des droits. Il a dit que le droit, ça c'est une approche juridique. Je voudrais lui dire que les droits de l'homme, parfois les uns peuvent avoir une approche polysémique de l'affaire, mais il faut qu'ils sachent que c'est un concept. Ce concept est un concept qui intègre la philosophie, qui intègre la politique, qui intègre même le juridique. On ne va pas se perdre dans une analyse transversale. Non, on ne se perd pas. Uniquement, c'est simplement pour vous faire comprendre qu'ici, il y a lieu de comprendre qu'il y a une exagération à la fois d'analyse, mais également des actes qui sont posés pour revendiquer les droits. Parce qu'il y a des cadres de revendication qui sont des cadres bien précis. Oui. Lorsque je suis, par exemple, au niveau du Parlement, comment l'honorable Nietzsche parle au gouvernement et des instruments du gouvernement, au sorti du Parlement, il n'a jamais été inquiété de quoi que ce soit. Donc on ne peut pas tout de suite se dire que les libertés fondamentales qui sont les libertés d'expression sont bafouées au Cameroun. Je voudrais aller beaucoup plus loin peut-être pour chuter à ce niveau, pour dire, lorsqu'on parlait des droits de l'homme, on a parlé du droit à la vie. Est-ce qu'il y a une raison pour qui que ce soit d'avoir peur de vivre au Cameroun? On parle du droit à la santé. Est-ce que les mécanismes de promotion de la santé ne sont pas des mécanismes officiels au Cameroun? On parle du droit à l'éducation, on parle du droit à l'alimentation. Est-ce que tous ces mécanismes qui sont des droits fondamentaux, des droits, les 5 principes, ne sont pas respectés au Cameroun? au Cameroun? Je pense que
il faut se dire qu'il y a relativiser. faut relativiser. Il y a quelques erreurs, il y a quelques insuffisances, mais qui ne sont pas de nature à présenter le Cameroun comme une terre de non-respect des droits de l'homme. Je pense que nous sommes à 90%, voire 95% même du respect du principe des droits de l'homme, mais il y a quand même encore quelques facteurs à corriger. Et je pense que c'est vers là que c'est votre ressenti, c'est votre ressenti. Hilaire Kamga, vous avez la fleur d'avoir le dernier mot de ce plateau. Malheureusement, nous sommes parvenus à la fin de ce programme. Les défis aujourd'hui, quelles sont les diligences qui ont été mises sur pied pour pouvoir manifester votre solidarité envers peut-être ces organisations de la société civile qui sont aujourd'hui mises à mal? D'abord, il faut rapidement dire que tous ces droits sont violés. Nous sommes au Cameroun, ces violations, le droit à la santé, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut aller à l'hôpital aujourd'hui, ne pas avoir un carnet et puis se soigner. C'est un droit. Notons que les Camerounais doivent retenir que le Cameroun est parti au DEX, c'est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels, et que les DEX sont devenus exigibles. Donc un Camerounais qui ne se soigne pas bien peut attraire le gouvernement camerounais devant les mécanismes nationaux et internationaux. C'est désormais acté. Soit c'est ce que je voulais dire, mais maintenant, le dernier élément, puisque vous me dites de parler nous avons aujourd'hui fait une déclaration publique qui est signée par déjà près de 75 personnalités du monde universitaire, du monde judiciaire, du monde de la société civile camerounaise. Nous allons atteindre près de 200 personnalités qui signent cette déclaration, dans laquelle nous donnons notre position au ministre et en lui demandant de pouvoir rapporter les décisions qu'il a prises. Et nous souhaitons simplement que le ministre s'inscrive dans la légalité et non dans l'illégalité, parce que toutes les personnes qui seront dans l'illégalité, nous allons utiliser les voies de droit pour les combattre. Ça, c'est très important. Et nous en appelons à l'ensemble des Camerounais qui croient aux libertés fondamentales de se lever comme un seul homme pour défendre les libertés en signant notre déclaration. Nous allons contribuer à ce qui est la paix au Cameroun, mais contribuer à ce qui est la paix au Cameroun, comme nous le souhaitons, c'est contribuer à ce que l'ensemble des acteurs puissent respecter les libertés. Je n'ai pas prétendu que le gouvernement, de manière globale, est négatif. Je sais serrer les choses. Il y a un certain nombre de membres du gouvernement qui posent des actes, et je sais les reconnaître. Pour l'instant, j'ai dit que M. Ndi Atanga a posé un acte qui n'est pas admissible, mais il peut aussi faire amende honorable en revenant sur sa décision. Voilà. Merci Hilaire Kamga d'être passé par ici. On sait votre programme très chargé. Le forum sur la démocratie et les droits de l'homme se poursuit demain ici à Yaoundé. Merci à vous d'être passé par ce plateau. Stéphane Menunga, Maître Djoko, Parfait Ongene, merci pour votre intervention. Vous avez défendu bec et ongle la posture institutionnelle ici et nous apprécions cela. Merci à vous de nous avoir suivis sur nos plateformes digitales, Toutplay, sur l'application téléchargeable sur Play Store, sur nos plateformes, nos réseaux sociaux, Facebook et autres. X, Canal 2 est bel et bien présent. Merci de nous avoir suivis chez vous dans les chaumières. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. À suivre, le journal, une présentation d'Alain Ghislain Kanga. On vous retrouve demain. Bonsoir.